puisque l'industrie s'est attaquée à la nature depuis les années 1920. Cette nature qui était son professeur, et dont, en comprenant les principes par l'observation des mouvements de l'eau, il donna au monde une vision selon laquelle la technologie de mort actuellement employée pouvait se transformer en énergie gratuite, non polluante, à notre service. Il se méfiait des conséquences qui menacent l'humanité si la technologie de mort actuelle continue. Il est mort, trahi par les mêmes pouvoirs qui lui avaient promis de transformer ses rêves en réalité, ces gangsters commerciaux qui prennent tout au monde sans rien lui rendre. Et là, il y a la harpe. C'est Debussy, ça. Il faut que j'arrête parce que je vais prendre un strike. Dommage, hein? Quand un homme meurt, la cloche sonne. Quand la forêt meurt, et avec elle beaucoup de monde, on sait bien que pour la mort des gens, il y avait auparavant la mort des forêts. La mort des forêts a précédé la mort des gens. Tout autour de notre planète, les forêts ont été détruites à un rythme effrayant. De l'Amazonie à Sumatra, de la Sibérie à l'Australie, de l'Alaska à la Californie. Ces grandes forêts disparaissent rapidement, victimes des pluies acides, des sécheresses et de leur destruction. Il y a à peine 50 ans, cette partie de la Californie était une vaste forêt primaire, un vrai paradis sur Terre. Aujourd'hui, moins de 4% en restent. Et chaque jour, plus de ces anciens géants disparaissent. Même nos parcs naturels meurent de la pollution. Bientôt, plus rien ne restera pour nos enfants. C'est dans un tel paradis que Victor Schauberger a passé son enfance. Il avait une maison dans la forêt. Il avait fait de la forêt sa maison. Son modèle familial même respectait les arbres, ainsi qu'il était l'usage dans les temps anciens, vais-je dire. Depuis son jeune âge, il était un élève, un étudiant attentif aux leçons de la nature. Il observait la nature. Il en a appris directement, étudiant profondément les relations entre la terre, les arbres et l'eau. Mais l'eau, ce sang de la terre, ce sang de vie de la terre, devint pour lui une passion consumante. Et il donna tout pour découvrir ses lois et son caractère, pour apprendre les secrets de son pouvoir, de ses pouvoirs, en s'émouvant, rajouterai-je. Bien loin de n'être qu'une substance inorganique, Victor percevait l'eau comme étant vivante, avec son propre cycle de naissance et de transformation en d'autres formes d'énergie plus hautes. Il a passé des heures à étudier les flots de l'eau et des rivières, dans les rivières. Comment l'eau se déplace avec des schémas caractéristiques, comment le courant des rivières est plus fort dans les heures crues du petit matin, quand elles sont au plus froid, et particulièrement durant les nuits froides de lune froide. Il se rappelait les histoires transmises depuis ses ancêtres qui utilisaient leur savoir de l'eau pour transporter des troncs depuis les forêts des hautes montagnes. Ils avaient construit des constructions le long du flanc des montagnes qui permettaient à l'eau de circuler en serpentant avec des spirales. Je savais que mon père avait transporté des centaines de milliers de mètres cubes de troncs de bois sur de longues distances, mais jamais de jour, quoi qu'il en soit. Mais plus particulièrement la nuit, et notamment lorsque la nuit, la lune brillait.
La raison pour faire ainsi que l'expliquait mon père, c'est parce que l'eau, lorsqu'elle est exposée aux rayons du soleil, devient fatiguée et paresseuse, et donc déborde et dort. La nuit, par contre, et spécialement à la lumière de la lune, l'eau devient fraîche et vivante et est capable de supporter les flots de troncs, les troncs, qui en fait sont plus lourds que l'eau. Vers la fin de la Première Guerre mondiale, Victor était devenu un maître du sauvage sur une grande superficie de cette forêt vierge. Mais ses employeurs, un prince autrichien, avaient des problèmes. Il avait besoin d'argent. Il a eu besoin d'un moyen de transporter les troncs depuis les forêts jusqu'aux plaines. C'est Victor qui a résolu ce problème de transport en construisant des conduites d'eau basées sur ses propres observations du flot de l'eau et sur le savoir de ses ancêtres. En observant les mouvements d'un serpent d'eau, lui est venue la clé du succès sur les flots. En imitant ces mouvements, une combinaison de segments horizontaux et de courbes verticales, les conduites d'eau transportèrent les troncs, les grumes, et elles le firent sans effort. Une patente pour ces canaux artificiels de transport de troncs fut déposée. Vous avez un schéma intéressant à l'écran là. En 1931 fut-elle déposée. Peut-être même au bureau des brevets de Zurich, où sévissait Einstein. Bon, en cas, je rigole, j'en sais rien. De toute façon, Zurich, ce n'est pas l'Autriche. Cette patente permettait à ces grumes lourdes et grosses d'être transportées dans ces canaux étroits sans être bousculées. En car, il faut savoir que le bois, c'est fragile et que suivant les coups que le tronc va subir lors de son transport, il va y avoir une atteinte du bois en dessous et donc de ses résistances et tout ça, et de sa qualité globale. D'ailleurs, aujourd'hui, on hurle contre les gens qui plantent des panneaux dans les troncs, quoi qu'il y ait sur le panneau en plus, qui plantent des barbelés, et contre la chasse aussi, qui envoie des rafales de plomb dans les arbres, ce qui n'arrange ni sa santé, ni son aspect. Inutile de parler des dégâts de la guerre. On reprend. Des experts sont venus de toute l'Europe pour étudier ces constructions. Et Victor était souvent en opposition avec le gouvernement. Ironiquement, c'était le succès des inventions de Victor qui a ouvert les domaines auparavant inaccessibles des hautes montagnes et de ces forêts. Aux exploitations commerciales, il lui fut pénible de voir les dommages cruels. Il fut forcé d'assister aux dommages brutaux infligés au pays qu'il aimait par cette vue cupide à courte distance. Et à courte distance. La vue. La projection à courte distance dans le temps d'un esprit cupide. Il avait observé comment les courants réagissaient lorsque les arbres étaient coupés. Lorsqu'un ruisseau naturel de montagne est privé de sa couverture naturelle protectrice d'arbres et est exposé à la lumière directe du soleil, il s'assèche et n'est pas prêt de recouler jusqu'à ce que l'ombre lui soit restaurée. Certains des ruisseaux de montagne disparaissent, à tout jamais. Il est un fait que nos réserves d'eau de montagne diminuent massivement, drastiquement, alors que disparaît la forêt protectrice de manière massive. Quand la montagne perd ses géants, les ruisseaux finissent en ruisselets, puis finissent par sécher complètement. Et lorsqu'il pleut, ils deviennent des torrents rageux
et dévastateurs et des coulées de boue, amenant des inondations et la dévastation. Le chemin des eaux est bloqué par des obstacles et des débris, détruisant la vitalité de l'eau et heurtant la fluidité des flux, choquant ainsi le sang de vie de la Terre. En combinaison avec les barrages et les régulations des rivières, le cercle vicieux avait commencé, de sécheresse et d'inondation. Voici du sol issu de la forêt, en dessous des arbres. Et il le sent. Il hume le humus. Et ça le met de bonne humeur. Ce sol-ci, qui provient de zones d'habitation humaine, est très dur, très sec. Plus rien ne pousse là-dedans. Vous voyez le changement de la vie riche de la forêt au désert des zones urbaines. Victor s'est battu pendant des années contre ces méthodes non naturelles d'exploitation. Joli schéma à l'écran. Une autre patente placée en 1929 concernait la construction de zones sauvages à des fins de régulation. On implantait à certains endroits du ruisseau, du courant, des structures triangulaires pour ramener le flot de l'eau vers le milieu du lit de la rivière. Des pierres sont posées sur les rives opposées pour protéger de l'érosion. Certaines de ces idées sont utilisées aujourd'hui pour essayer de sauver les ruisseaux et rivières endommagés par l'exploitation forestière. Mais aussi loin que les années 1920, les avertissements de Victor sont tombés dans l'oreille des sourds. De grandes compagnies forestières se sont implantées partout. Mais les encouragements de l'État n'avaient qu'un seul but, le même qu'ils ont aujourd'hui, de transformer les troncs en arbres. Pardon. De transformer les arbres en argent. En cas. Et de nuire à la vie. Toute la vie, la faune, la flore, tout, et l'humain, bien sûr. S'il n'y a plus de zones où se réfugier dans la nature, nous allons obliger d'aller vers les villes où seront distribuées l'eau, la bouffe, les soins, la protection. La sécurité! Oui, chef! C'est les smart cities de Rockefeller, sous intelligence artificielle, Wi-Fi, Internet des choses. Oui, chef! On ne dit pas chef à l'intelligence artificielle. Ah. On va reprendre, je suis en plein théâtre. Plein de rancœur et de désillusion. Victor a tourné le dos pour continuer son exploration de la forêt, sa recherche des mystères de l'eau. Là, je n'ai pas bien traduit. Depuis les débuts de l'histoire, on a tenté de découvrir les secrets de l'eau, mais on n'avait fait que peu de progrès. Si on arrivait à trouver le mystère de la source de l'eau, rapidement, on pourrait en procurer à tout endroit. De cette façon, de larges étendues désertiques pourraient devenir habitables, de grands bouts de désert pourraient devenir fertiles. Le concept de production irrespectée et le pouvoir de machines de bas étage, pas chères, était si révolutionnaire que le mode de vie de notre monde changerait. Alors que Victor regardait attentivement le cours de l'eau, les formes infinies formées par son écoulement, il est devenu de plus en plus éveillé à la signification des vortex en tant que phénomène naturel, producteur de vie. Les vortex sont des spirales et c'est
la structure sous-jacente qui permet à l'univers. Je reprends les vortex, imprègnent notre univers. Ces mouvements formés par deux forces opposées qui sont rendues visibles dans l'eau. Notre vie bouge entre deux polarités. Sans pôle opposé, il ne peut y avoir d'attraction et répulsion. Et sans attraction et répulsion, il ne peut y avoir de mouvement. Et sans mouvement, pas de vie. Schéma. Tout ce qui vit se déplace entre deux spirales opposées, de la croissance et la purification en montant ou en descendant vers la détérioration et la dégénération. Donc une spirale ascendante de croissance et de purification et une spirale descendante de dégénération et détérioration et dégénération, c'est ça. Et jusqu'à la mort. Mais au sein de la nature, ces deux forces travaillent toujours en coopération, l'une avec l'autre. La forme du mouvement qui crée et développe, purifie et fait grandir est une spirale hyperbolique harmonieuse, la spirale géométrique que l'on retrouve dans les galaxies et l'espace. Ankar. Cette forme est issue d'un phénomène électrique. Fin de l'Ankar. Oui, on est dans un univers électrique. Les courants de Birkeland sont torsadés. Ils sont composés de tuyaux, si on peut dire, spiralants, inclus les uns dans les autres, alternant les sens de rotation. Passionnant. On continue. C'est la base de tous les mouvements planétaires. Le schéma sous-tendant toute forme de vie. Le schéma, c'est la forme, le motif, le design. Donc, c'est la forme qui sous-tend toute forme de vie et aussi celle du mouvement de l'eau, du sang et même du sable. Je crois bien qu'il a dit sable. Et ce qui ne serait pas étonnant parce qu'en fait, on peut quasiment considérer le sable comme un quatrième état de la matière s'il y avait les plasmas et tout ça. On pourrait l'intercaler. Le sable peut-être est à la fois solide et meuble et se comporte comme un liquide. C'est un domaine d'ingénierie. On reprend. Dans la nature, nous trouvons toujours des systèmes ouverts qui ne reviennent jamais à la même condition. De la même manière que nous le montre clairement une spirale. Le pouvoir purifiant des vortex s'est révélé à Victor sur les bords d'un lac autrichien lors d'une chaude journée d'été. Soudainement, il a remarqué avec surprise que l'eau du lac commença à se déplacer, à bouger selon de bizarres spirales. Des troncs d'arbres emportés dans le sable ne tenaient pas en place et furent emportés par les flots dans cette danse spiralée. Alors que la vitesse de l'eau circulante s'accroissait, ces troncs furent rapprochés de plus en plus près et de plus en plus vite du centre de la spirale. Alors qu'ils atteignaient le centre, ils se redressèrent et furent engloutis. Ils furent aspirés en dessous avec une grande force et pas un ne surnagea. Pas un ne fit resurface ou ne refit surface. Je vais boire un peu d'eau. Peu de temps après, le lac se calma, mais soudain, l'eau commença à bouillonner et une masse de bois surgit dans un bruit de tonnerre, tourbillonnant sur elle-même et débordant de son sommet, telle une fontaine. Puis, tout aussi soudainement, la spirale s'effondra, envoyant des vagues s'éclater sur les rives. Victor avait observé comment le lac, sans apport d'eau fraîche, peut spontanément se renouveler lui-même grâce au pouvoir de cette
spirale archétypale. À une autre occasion, Victor observait le vol spiralé d'un aigle au-dessus du lac, plongeant soudainement afin de faire office de ses talents de pêcheur. Comment il pouvait attraper des poissons sans même toucher l'eau demeurait un mystère. Mais alors qu'il regardait, l'aigle se renvola, formant une spirale décroissante sans arrêt. Et ce qui se passa par la suite fut si incroyable que Victor en tomba presque de son arbre. Les poissons dans l'eau effectuaient une spirale montante à la rencontre de l'oiseau au-dessus. Non, pas à la rencontre de l'oiseau du dessus, mais comme il l'a dessiné à l'écran, de la même manière que l'aigle au-dessus. Waouh! Et les poissons approchaient de la surface. Puisque la spirale se rétrécissait, certains des poissons étaient coincés ensemble à la surface. Et une ombre noire, soudain, plongea sur l'endroit. Un flash bref, et l'aigle repartit, redécolla avec sa proie. Alors qu'il étudiait les qualités mystérieuses de l'eau, Victor perçut que c'était une substance vivante. Alors qu'il étudiait les mystérieuses qualités de l'eau, Victor l'aperçut comme étant une substance vivante qui naît de sources souterraines et développe sa maturité. Ces mystères sont semblables à ceux du sang humain dans le corps. Le sang sain est porteur de vie partout dans l'organisme et l'eau vivante joue le même rôle dans les vallées de la terre. Mais lorsqu'elle est traitée improprement et polluée, l'eau perd sa vitalité et peut mourir. Pas de soif, non, pas de soif. Il était clair à Victor que pour la perpétuation de la vie sur Terre était en totale dépendance de la préservation de la pureté de notre eau. Le cours naturel de l'eau est un enchevêtrement de méandres. Et ces principes deviennent manifestes dans toutes les manifestations de l'eau, dans toutes les dimensions de l'eau qui court, depuis les petits ruisseaux et leur tourbillonnement, jusqu'aux grandes rivières et jusqu'aux effets dans l'océan avec ses vagues. Donc là, il souligne cette idée de boucle grandissante entre les ruisseaux, passant par les rivières jusqu'à l'océan. Aussi longtemps que l'homme n'avait pas perturbé la balance, la terre-mère était capable de maîtriser son sang, l'eau, pour alimenter une végétation saine. Il n'y avait pas besoin de construire de canaux artificiels, puisque l'eau avait déjà été amenée par la terre de nombreuses manières. Malgré tout, aujourd'hui, quand l'eau est détournée de ses sources, alors que notre vie dépend de cette eau saine et vivante, il est désespérément important de redécouvrir les moyens de la nature, les chemins naturels, afin que les humains, les animaux et le pays puissent être sauvés du déclin et que la terre évite de mourir de soif. La plus belle preuve que la vie est en train de périr progressivement peut être trouvée dans le courant des rivières de nos régions industrielles, qui sont déjà tellement polluées qu'elles ne sont plus capables de soutenir la vie. Ici, à Chicago, la rivière n'est non seulement pas une piscine de produits chimiques, mais son flot a été renversé artificiellement. Comme résultat de cette pollution artificielle, nos eaux souterraines, y compris les sources privées et les sources naturelles, sont devenues de l'eau contaminée qu'on ne peut plus boire, qui empoisonnent les gens maintenant, de la même manière qu'elles ont tué les poissons, qui pourtant, il y a quelques années encore, avaient l'habitude de sauter et de splatcher parmi elles, les eaux pures et vivantes. Lorsque Victor a prophétisé au début de notre siècle passé qu'un verre d'eau serait bientôt plus cher qu'un verre de vin,
il a été ridiculisé par tous les gens autour de lui. Mais boire de l'eau pure, si on peut dire, est aujourd'hui plus cher que d'acheter de l'essence. Et des millions, d'innombrables millions de personnes sont aujourd'hui dépendants d'une bouteille d'eau pour survivre. La situation s'empire. Les eaux souterraines s'assèchent. Les nappes phréatiques s'effondrent. Les sécheresses s'aggravent. En 1930, schéma, Victor se mit au travail pour produire une machine qui puisse produire de l'eau potable à boire artificiellement. Il copia le processus naturel de bulles, de bouillonnement que l'on retrouve dans les sources naturelles. Ses premiers plans pour un purificateur d'eau, selon cette forme en ovale, en forme d'œuf, tel qu'à l'écran, fut ce qui fut connu par la suite comme biosynthèse. Selon ce procédé, de petites traces de minéraux et de gaz carbonique sont additionnées à l'eau, qui est ensuite énergétisée dans l'obscurité. Le tout est entraîné dans une spirale harmonieuse, un mouvement de spirale harmonieux, grâce à un agitateur spécialement designé, conçu, à la forme spécialement conçue et travaillée. Les dynamiques du flot du courant sont indiquées de manière simplifiée sur ce diagramme. Une sonde refroidissement apporte un contrôle de la température et le contenant est entouré d'une enveloppe protectrice afin de contenir l'énergie implosive en son sein. La forme d'œuf est un des secrets de la nature et a été choisie par Vortex comme forme parfaite pour une chambre à vortex. Un œuf a des courbes parfaites pour contenir le moment giratoire, le moment 1/2 de MV2, le moment c'est la force en rotation. Et c'est une notion de mesure de force en rotation, le moment d'une force. Donc la forme de l'œuf est parfaite pour maintenir ce moment du mouvement en son sein. Un thème principal des pensées de Victor était une courbe spatiale cyclante. On va continuer. De même qu'on l'observe dans le mouvement des planètes tout autour du Soleil, alors qu'elles pivotent sur leur propre axe en même temps. Donc les planètes qui tournent sur elles-mêmes en même temps qu'elles font le tour du Soleil, qu'elles orbitent. Mais selon la trajectoire d'un œuf, un tube spiralé incorpore ces caractéristiques. Je suis désolé, les schémas sont vraiment quasiment invisibles. Il est conique et généralement en forme d'œuf, à part pour une bande, un morceau, un bout, qui provoque une circulation inverse de l'eau sur elle-même, ainsi que montré dans les géométries en forme d'œuf de Victor. La nouvelle s'est bientôt répandue que Victor pouvait recréer de l'eau vivante. Et nombreux sont ceux qui sont venus à sa maison pour l'essayer, avec d'excellents résultats. Et il fut connu en tant que magicien de l'eau. La vitalité de l'eau peut être mesurée grâce à ses potentiels électriques. Toute sécheresse se manifeste dans le champ électromagnétique, de même que tout sur Terre. La structure de l'eau bougeante, vivante. From the outside layer toward the center, there is an increased density and an increase in electrical potential. The naturally spiraling movement of water in rivers and streams builds up the electrical charge. But when water is forced to flow through rigid channels, metallic pipes, it short circuits and discharges its life force. Bacteria thrive in this medium.
then treated chemically, with the end result of water, which for all intents and purposes is dead. As we can no longer gain any life force from such devitalized water, Victor designed special spiral pipes to protect and preserve the living water. In this patent for the conduction of water, curved wedges are attached to the inside of pipes to direct the water into an inward spiral. Ouais. Ah ben, vous êtes encore en ligne. Alors, j'espère que je n'ai pas bugué avant. J'espère juste que j'ai oublié d'éteindre. Bon, ben, inward, c'est vers l'intérieur. Enfin, dans la version inward. C'est peut-être ce qu'il a dit, mais je n'ai pas bien compris. Donc, vers l'intérieur, c'est-à-dire... moi, je pense que c'est vers le centre du flux du tuyau. Mais en tout cas, si la rivière était plate, c'est l'idée de ramener ça vers le centre du courant, du lit de la rivière. Victor pensait que les dommages infligés à l'eau par nos tuyaux en fer et en béton pouvaient amener des cancers et d'autres maladies très communes aujourd'hui. Dans cette patente, un dispositif placé à l'intérieur de la conduite va créer un mouvement tourbillonnant, vitalisant de l'eau. Dans cette patente, déposée en 1958, c'en est une autre, le tube est montré de manière en coupe et a une forme d'œuf ici. Et cette forme d'œuf là, spirale autour. Et ça permet une réduction de la perte de la vitesse du courant. Alors qu'il se débattait avec les problèmes de la régénération de l'eau, Victor était aussi profondément concerné par les principes derrière la technologie moderne, qui est non seulement incroyablement gaspillante, destructive, et qui, au final, menace toute vie sur Terre, sur notre planète, ainsi que mentionné plus tôt, et on va le remettre en grand. Le schéma là nous montre que des forces centripètes, c'est-à-dire qui se dirigent vers le milieu, sont considérées implosives, appelées implosives, tandis que les forces centrifuges, qui vous expulsent de la spirale, sont explosives. En général, l'explosive est polluante et l'implosive est purifiante. Et non seulement, mais pas que. Il existe deux formes de mouvement dans la nature. L'une qui construit et crée, et l'autre qui détruit et casse. Et tout dépend si la force motrice est centripète ou centrifuge. La force centrifuge amène à la destruction, à la dissolution et à la gravité. La force centripète amène à la croissance, à l'enrichissement et à la lévitation. L'ancien symbole de la svastika
exprime ce dualisme dynamique. Schéma à l'écran. Le dit schéma dynamique est vrai à tous les niveaux de la création, à tous les niveaux de la manifestation. En cas, c'est aussi une explication pour ce symbole, une de plus. Donc, j'attribue comme premier symbole une des formes que l'on voit lorsque l'entité électromagnétique qui reste de notre âme en transport à la mort se promène et change de dimension. Et parmi les 4 patterns, les 4 motifs, les 4 schémas qu'elle traverse, qu'elle croise, il y a la toile d'araignée, la spirale, le quadrillé et la croix gammée. Ce sont 4 expressions, si j'ai bien compris, des mouvements dynamiques que suit la mémoire, hein, l'âme, l'esprit, la conscience, sous sa forme électromagnétique, de nuage électromagnétique, si on peut dire. Mais un de ces 4, décidément, je vais vraiment traduire un peu plus de Dan Winter, parce que c'est de chez lui que je tire ça, et il l'explique beaucoup mieux, évidemment. C'est une pointure. On continue. De la même manière que nous avons l'esprit et la matière, l'activité et la passivité, le flux de vie et le retrait de vie, l'évolution et la destruction, l'implosion ou l'explosion. Dans la nature, il y a une bascule constante d'un de ces mouvements à l'autre opposé. Et pour qu'il y ait développement, il faut que la force créatrice soit supérieure à la force destructrice. Notre technologie ne reconnaît qu'un seul type de mouvement, de déplacement. La force centrifuge qui amène à la chaleur, à l'échauffement, à la combustion et à l'explosion, au travers de frottements et de pression. De se concentrer sur les forces destructrices de l'explosion et des technologies à explosion par le biais de la destruction et de la combustion de nos fuels fossiles et d'autres ressources, la désintégration de notre environnement et l'ultime manifestation de la technologie mortelle avec les réacteurs nucléaires qui nous inondent de déchets radioactifs et d'autres menaces empoisonneuses et empoisonnantes et insidieuses et insidiantes. Au lieu que la nature devienne un jardin magnifiquement fleuri et en croissance, il devient un sale et haïssable amoncellement de mocheté, d'horreur, de laideur et de mort. D'un autre côté, je rigole parce que là, je fais mon Claude Darget. À une époque, il y avait une émission sur la vie des animaux et la voix off était grandiloquente, comme ça. Et on se fondait la gueule avec la gueule. Et là, je fais un peu pareil. Bon, on continue. La technologie implosive de Victor Schauberger est créative, purifiante et constructrice. Le mouvement centripète du vortex, la force centripète du vortex est une force de succion qui crée un intense vide, un vide intense, une aspiration. Elle refroidit plutôt qu'elle ne chauffe et elle accroît le potentiel électrique de l'eau. Durant les ouragans, les tornades, les typhons, la même force spiralante de succion est en plein travail et elle peut aisément soulever des tonnes d'eau de mer, des maisons, des toits de maisons, des véhicules, ou même emmener un train. En fait, tout ce qui traîne dans son chemin, quoi. Imaginez ce qui pourrait être accompli s'il était possible de les produire de manière mécanique. Et encore, en imitant la nature, Victor a développé
ces turbines à succion. Ou la turbine truite, named after his observation. qui a été nommée après ses observations de ces poissons qui remontaient le courant. En cas, vous avez remarqué qu'avec à peine de mouvement, l'eau n'a aucune influence sur la truite qui reste en place, alors que le courant emmène tout, et elle reste en place en bougeant à peine. Eh bien, on va développer le sujet. Sur la truite vagabonde. Le poisson est une machine naturelle à vortex. Sa bouche ouverte crée un vide qui le propulse en avant, et par le moyen de sa forme ovale, un vortex est créé autour de tout son corps. Victor a décrit une occasion lors d'une nuit avec lune et qu'il observait un large tronc se déplaçant au travers d'une étendue d'eau vers une chute. Ce n'est pas un large tronc qu'il observait, c'était des truites. Donc c'était une nuit avec une lune et il observait une grande truite qui se dirigeait vers un tourbillon, vers le tourbillon d'une cascade. Alors qu'il observait, la truite s'est extirpée de ce vortex et a grimpé la chute d'eau, comme si elle avait été projetée par une force invisible. Dans cette turbine truite, que l'on voit ici à l'écran, donc voilà, vous voyez, mettez la truite, et puis vous la faites... Non, je salis tout, moi, hein, vraiment, je salis tout. Hein. Bon, non, il n'y a que de l'eau là-dedans. En tout cas, elle fonctionne avec un moteur à implosion. L'eau ou l'air est guidé au travers d'un vortex, au travers de tuyaux spécialement dessinés à la forme spéciale, vers un point central, où se produit ce vortex en mouvement, qui condense et qui refroidit l'eau. Dans ces tuyaux, la succion résultante réduit les frictions et un vide biologique, disons une pression négative, est créée. Donc une aspiration, hein, pression négative. Ça n'a rien de mauvais ce négatif-là, au contraire. Et il y a un accroissement de l'énergie, de manière tout à fait opposée à la tuyauterie qui concerne le pétrole, les fuels fossiles, qui est l'huile tirée de la terre, enfin le pétrole, quoi. Victor a disposé ses moteurs sur le principe de l'usage diamagnétique de l'air et de l'eau. Il n'y a besoin d'aucune autre adjonction de fuel, telle que le charbon, le pétrole ou l'uranium, puisqu'elle peut produire sa propre énergie par des moyens biologiques et sur une quantité illimitée, quasiment sans aucun coût. Ce générateur de puissance avait été dit capable de mettre un champ électrique qui pouvait éclairer l'environnement comme en plein jour. Là, il y a encore un schéma. Alors vraiment, si le sujet vous intéresse, il faut que vous tombiez sur ces schémas imprimés de manière beaucoup plus contrastée. Je peux vous le raconter un petit peu. Mais bon, d'abord, on va traduire. On verra s'il y a besoin de mes explications. Une expérience sur l'eau, originellement conduite par Lord Kelvin, fut reproduite par Victor et son fils Walter, et maintenant démontrée publiquement par M. Baumgartner. Le potentiel électrique de l'eau en mouvement est rendu visible à celui qui ne le voyait pas. Le potentiel électrique d'un très fin filet d'eau est récolté pour créer des étincelles et allumer un bulbe, une ampoule. Pour comprendre cette expérience, regardons ce diagramme. Et puis regardons-le bien. Ici en haut, nous avons le réservoir d'eau, water tank. C'est le rectangle, qui a deux échappatoires qui permettent à deux filets d'eau de tomber vers le sol. Dans chacun, un bol ou un baquet. On installe le long du trajet des fuites d'eau, si on peut dire, deux colliers de cuivre et deux assiettes en cuivre
une dans chaque réceptacle, chaque bol d'en bas. D'un côté, l'assiette en cuivre du bol de gauche, on va dire, est connectée par un fil en cuivre à la rondelle de cuivre de droite, et inversement. Oui. Oui. Oui, bah c'est l'heure, hein, il faut que je lui fasse une petite bouffe. Hein? Viens montrer ta truffe, puisqu'on en est là. Viens montrer ta truffe. T'as faim? Ah oui, puis ronronne. Ronronne. Bon, ben on va faire une petite pause. Salut! Il n'y a aucune connexion entre les deux fils qui se croisent. Quand le flux commence à tomber, la première chose qu'on peut constater, c'est que l'eau, au passage du collier, commence à se renverser, comme si elle essayait de retomber vers le disque de cuivre. Et on y constate une fonction d'élévation qui est à l'inverse de la gravité. Quand cette expérience est pratiquée de nuit, si on approche un tube néon et que c'est placé proche du courant, à l'inverse des lois connues de l'électrostatique, il s'allume. Si un tube de vide est connecté à une des assiettes en cuivre ou du disque ou de la rondelle de cuivre, il va aussi s'allumer violemment. La brillance dépendant de la qualité et de la fluidité de l'eau. Et quand on dit qualité de l'eau, là, c'est sa force de vie. Si on touche un des disques de cuivre, on risque bien de prendre une petite décharge. Cette expérience montre le pouvoir de lévitation de l'eau, le pouvoir de lévitation d'un vortex en forme d'œuf. Donc c'est l'expérience qu'il est en train de réaliser là sous nos yeux, c'est-à-dire qu'il a un tuyau avec de l'eau qui coule et il approche un œuf qui est suspendu à une petite ficelle et il va le confronter au jet d'eau. Et il va falloir que je vous montre le mouvement. On voit que l'œuf est aspiré dans le flux, qu'il pivote, qu'il tourne, qu'il rotate. On voit aussi qu'il est aspiré par le flux. Et qu'il tourne même de manière inverse au flux de l'eau. Je vais quand même vous le laisser regarder un petit peu. Ce même principe a été utilisé par Victor pour la création de disques expérimentaux volants, des soucoupes volantes. Hein, les soucoupes volantes. Salut! Ah, on y voit bien d'ici, là. Qu'est-ce que c'est que toutes ces petites fourmis qui s'agitent? Qui c'est qui voulait mettre un coup de pied dans la fourmilière? Non. Bon, on reprend. Et ce système a été développé avec succès pendant ses recherches lors de la Seconde Guerre mondiale. Dans le moteur à implosion, un champ diamagnétique est développé et ça rend le pouvoir d'ascension possible. Le 19 février 1945, près de Prague, le premier test d'un disque volant non habité par l'homme, sans homme à bord, un drone, fut essayé. En 3 minutes, il est monté à une hauteur de 1500 mètres et il a atteint une vitesse horizontale de 2200 km à l'heure. Il pouvait rester immobile en l'air et pouvait voler aussi vite en avant qu'en arrière. Ce disque volant avait un diamètre de 15 mètres. Est-il nécessaire que je reprenne ce petit morceau-là ou est-ce que vous allez le faire vous-même? En 3 minutes, il est monté à 1500 mètres d'altitude. Il a pu aller
vers l'avant comme vers l'arrière, à une vitesse de 2200 km/h, et il pouvait rester stationnaire, immobile dans l'air. Tu me prends du pain quand tu reviens? Ah non, pas de pain, j'ai arrêté le gluten. Ça colle, le gluten. Ça nous reste collé après des vieilles idées. On va plutôt du tabac. Hein? Ouais, ouais. Alors, je ne sais pas comment elle fonctionnait. Hein. Ça va peut-être nous le dire. Je crois qu'on voit là à l'écran ce qu'on appelait la répulsine. Un modèle a été bâti par un ingénieur allemand, selon le modèle Victor Schauberger, M. Hermann Klaas, en 1941. Il faut le croire, notre engin a volé avec un succès incroyable. Il a grimpé verticalement dans les airs si soudainement qu'il a traversé le toit et s'est vautré par terre en petits morceaux. En 1944, Hitler avait fait une demande spéciale pour rencontrer Victor Schauberger et se mettre au courant de ses travaux d'avant. Plus tard, durant la guerre, il lui fut donné le choix. Viendrait-il développer des machines pour le Troisième Reich ou préférait-il la pendaison? De manière compréhensible, il a choisi de travailler pour le Reich plutôt que d'être pendu. J'avais aussi entendu que d'abord on s'occuperait du reste de sa famille. Voilà, l'état d'esprit de certains. La fin veut les moyens. Lui, au moins, il l'a dit ouvertement. Ça existe toujours de nos jours, ça. Hein, pour des gouvernements démocratiques, démocrasseux. D'aujourd'hui, là, les nôtres. Là, on parle de Schauberger. Hein. Tesla, c'était 30 ans auparavant. 40 ans auparavant. Et le résultat est le même. On ne l'a pas et au contraire, ça s'est retourné contre nous. Et c'est bizarre, hein, les deux ont été soumis aux mêmes engences américaines quelque part, puisque c'est quand même les Alliés, notamment les Américains, qui finançaient machin là, en Allemagne. Raison pour laquelle, après, le projet Paperclip, c'était juste récupération avec les intérêts des investissements, en plus de la transformation géopolitique de l'Europe et de la création plus aboutie encore d'une autre nation dont les dégâts se font encore sentir 70 ans plus tard. Et de plus en plus sur toute la planète. Bonjour. Donc on ne va pas accuser ni les Allemands ni les Américains, mais des bouts de ces peuples, hein, des entités parmi ces peuples-là. D'ailleurs, on a coutume de dire que les Allemands ont perdu la guerre. Les nazis l'ont gagné, mais les Allemands l'ont perdu. Et ils l'ont même salement perdu, vu le projet Hellfire, qui a réduit en cendres sous les coups des bombes incendiaires, grâce aux aviations alliées, anglaises, américaines notamment, donc Churchill et le général, je ne sais plus lequel. C'était sous Truman peut-être, je ne sais plus. Je ne veux pas dire de bêtises. C'était pas vraiment Eisenhower, je ne sais pas. De balancer leur napalm sur les villes allemandes de Dresde ou d'autres. Enfin, un gros paquet. Et donc ça, c'était encore des civils qui morflaient. Et un peu plus tard, Hiroshima et Nagasaki, des villes de civils aussi, massacrées, notamment par les Américains. Enfin, les Américains, pas le peuple américain, mais le général à la tête de l'armée américaine qui a décidé de faire ça, on va dire. Hein. Lui étant nommé, payé et tenu par les finances. Et les clubs qui avaient décidé déjà en 1870 de créer une, deux et voire trois guerres mondiales, ce qui est prouvé par les échanges de lettres entre Giuseppe Mazzini ou Manzini, qui était à la tête de la loge P2 en Italie,
et le général Albert Pike, qui était à la tête des armées américaines, d'une grande armée américaine, et qui est peut-être même le fondateur du Ku Klux Klan, qui n'est que l'expression d'un certain eugénisme, finalement, qui est bien connu dans les think tanks, tels que la Fabian Society, le Jason Club, je crois le Jason, le Tavistock et d'autres, qui sont l'expression culturelle semi-publique de sectes fort anciennes dont je pense on peut tirer plus que les Illuminati, on peut remonter encore plus loin et encore plus loin et encore plus loin. Enfin, je ne vais pas vous refaire encore là tout la remontée, pas tout de suite. Là, on traite de Victor Schauberger, normalement, et des merveilles et de la magie de l'eau. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que j'ai intercalé cette petite vidéo naturotechnique au sein d'une suite de vidéos plutôt technologiques et pas tellement futuristes que ça, voire même déjà en place, qui concerne notre monde actuel. C'est trop bon, ça. C'est un macérat de fraises des bois du jardin dans un muscat des coteaux proches, avec l'adjonction de miel des montagnes de mon voisin d'en face. La ruche, elle est là. Ah, dois-je faire une pause? Non, je vais continuer. Et c'est donc à cette époque que les projets de soucoupe volante furent initiés. Non, encore, non. Ça date d'avant, avec le vril et tout ça. Mais là, c'est la version Schauberger, naturelle. Ça n'a rien. Et puis avec des intentions pures, on va dire, à la base. Ça n'a rien à voir avec l'autre intervention chez les vrils, là, par le biais de channeling, d'informations en sumérien ancien, qui sortaient de la bouche et de la main, si on peut dire, des jeunes femmes, Sigrun et ses copines, elles étaient plusieurs quand même, dont certains commencent à se demander si elles étaient entièrement humaines ou elles n'auraient pas été quelque peu hybrides, voire complètement zippies. C'est-à-dire que ça aurait été les précédentes de, comment s'appelle-t-il, Stranger in the Pentagon, de Valiant Thor, qui se disait venir de Vénus. Oui. Et dont il est dit aussi qu'il a fait des enfants avant de repartir. Puisqu'il y en a certains, là, qui se disent être un fils de Valiant Thor et d'avoir 6 ou 7 frangins frangines. Mais c'est quelqu'un qui se dit très pléiadien. Et son nom m'échappe là, mais il a été interviewé plusieurs fois par Kerry Cassidy. C'est assez, ça prend un peu avec des pincettes, mais c'est intéressant de voir aussi l'histoire sous cet aspect-là, avec donc intervention délicate sur l'oreiller à l'occasion de ces entités. Alors bon, je sais pas. Je trouve délicat que cette personne qui voulait plus, soi-disant, le bien de l'humanité, se soit plutôt intéressée à la nation la plus pirate, on va dire, hein, de la planète quasiment, qui envahit tout le monde, qui colonise tout le monde. Mais bon, je pense quand même que cette nation-là, oh là là, je vais pas m'en sortir, que cette nation-là est noyautée de divers clans et que la reine y a toujours ses entrées, hein, mais pas que. Vous me direz, de toute façon, la reine, elle se dit descendante du Moyen-Orient, de famille du Moyen-Orient. Ah, je ne sais pas. Je crois que finalement, ce n'est pas tellement contradictoire. On peut considérer juste qu'il y a quand même plusieurs clans en cause, habituellement. J'espère que ma cigarette ne fait pas trop de bruit. Ce n'est pas l'orage dans le lointain, hein, c'est moi qui roule. Ouais, je profite de mon encart pour me constituer un apéritif cheminogène.
Mais c'est en corrélation avec les dires de William Tompkins qui nous parle justement de l'intervention de Ziti auprès des nazis, puisque les espions ramenaient des camps nazis où il y avait les usines souterraines secrètes, où les prisonniers étaient mis au travail forcé dans des buts de technologie nazie, notamment à la construction, paraît-il, de toute une flottille composée de divers types de Haunebo, de soucoupes volantes, et que de toute façon, les Hiti avaient donné une ou deux soucoupes qui marchaient, et ils ont aussi énormément fait progresser le domaine de l'armement, et je pense aussi le travail sur les lasers, les radars, les lasers, et les autres transmissions. Et on avait parlé de ce système d'intranet à l'époque, c'est d'ailleurs le père de l'ARPANET quelque part, qui reliait tous les savants nazis les uns aux autres, ce qui leur permettait non pas de discuter de films de hier, mais de se mettre au courant de leurs divers progrès dans leurs recherches et finalement d'obtenir un quota de savants qui avaient le meilleur niveau technologique civil, si on peut dire civil, de la planète. Je dis civil comme ça parce que je fais la distinction avec la Breakaway Civilization et des gens qui possédaient déjà sûrement des soucoupes aussi descendantes des Vimana, entre autres. Donc, je parle de la société Nimza, par exemple, les descendants des Nimza. Bon, on s'éloigne un petit peu, mais on est dans le bain là, mais on s'éloigne un peu quand même. On va revenir à Victor. À cette époque, il y a un intérêt qui fut aussi porté à des sous-marins au design biologique. Victor était contre l'usage des biotechnologies à des fins destructrices et probablement n'a jamais amené ce design complet à la connaissance d'Hitler, des nazis. Donc, c'est un petit peu comme Tesla lors de l'expérience de Philadelphie. Quand il a vu qu'il n'y avait aucune précaution qui était prise pour l'équipage humain, il a quasiment saboté l'expérience. Il a fait en sorte qu'elle foire. Donc, par la suite, il a été mis de côté et il a été remplacé notamment par Einstein. Enfin, c'est à ce moment-là qu'Einstein est rentré en jeu sur le projet Philadelphie, qui œuvrait à rendre un navire invisible au radar et qui a tellement bien fonctionné que le navire est devenu complètement invisible. Il s'est même déplacé dans l'espace et dans le temps. Mais au niveau de l'espace, on l'a retrouvé 800 km plus bas, où il est resté une petite demi-heure avant de revenir à l'endroit d'où il était parti. Mais au niveau du temps, il en a fait beaucoup plus que ça. Et c'est là qu'il faut s'intéresser au film qui illustre de manière romancée cet épisode-là. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube et un film qui avait été tiré. Et à propos de l'Eldridge et l'expérience de Philadelphie. Et qu'il faut s'intéresser à ce que dit Al Bilek à propos de la maîtrise des boucles temporelles, qui est une longue vidéo de 3 heures à peu près, il me semble, ou en tout cas 2 heures, enfin, il y a bien 2 heures, avec des termes assez techniques que je voulais m'affronter à traduire il y a quelques mois, mais qui m'avaient découragé pour 2 raisons. Déjà, c'était complexe à traduire, et en plus, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Et ça, dans ces cas-là, quoi, ça, là, c'est pas stimulant, quoi. C'est vexant un peu, donc là, il y a une stimulation parce qu'on veut comprendre. Hein. Mais d'un autre côté, pour vous le fournir par la suite, bon, hein, ça manque de. C'est pas drôle, quoi. Hein. Bon, on va continuer. Donc, on se rappelle que Schauberger ne voulait pas se servir de ces technologies bio-naturelles à des fins destructrices, que finalement, le design pour le sous-marin bio-ergonomique, sans notion d'orgone, là, hein. Ça, c'est William Reich. L'ergonomie, c'est le fait d'adapter notre environnement, nos installations, nos outils à nos besoins, mais aussi à nos capacités de les manipuler, à notre présence. La hauteur d'une table, d'une chaise, ses dimensions sont calculées à ce que ce soit pratique. Si la chaise était trop basse, on ne serait pas à l'aise. Vous voyez, ici, on serait pas. Tout est calculé. La hauteur et la profondeur des marches est calculée pour que l'ascension et la descente d'un escalier soient aisées
et la plus épargnante d'énergie possible. Enfin voilà, ça c'est l'ergonomie. Ah oui, j'ai dit orgonomie, non, non, ergonomie. Et donc il voulait pas, donc il a dit qu'il était probable qu'il n'avait pas révélé la formule finale, si on peut dire, de la construction du sous-marin ergonomique. Voilà. Mais ça a quand même pu lancer cours à des rumeurs, disait-il, comme quoi Hitler se serait enfui vers l'Amérique du Sud dans une soucoupe volante ou un sous-marin. Eh bien, encore, oui, c'est. Mais rapporter ça au matos de Victor Schauberger, je ne crois pas que ce soit sérieux. Là, il y a une feinte de l'ennemi. Là. Non, non, il manquait. Dernièrement, j'ai lu 40 sous-marins du cheptel de sous-marins allemands nazis. Mais j'avais entendu 100 à 120, 110, 120, 114, je dirais, qui manquaient. Et dont 2 avaient fait surface en Argentine, effectivement, avec du matériel, des personnages au visage entourés de bandelettes, sûrement parce qu'ils venaient de passer par la chirurgie esthétique, hein, parce que sinon, il n'y a pas besoin de mettre des bandelettes pour se camoufler. Hein, un bon cache-colle, une cagoule, ça suffirait, mais là, il y avait des bandelettes. Je ne pense pas qu'Hitler soit fait refaire le portrait. On a vu des photos que lui, vieux, c'est... On peut tirer cette photo-là avec un programme informatique, il me semble, de vieillissement. Donc, oui, non seulement ça, mais en plus, il y a la version où certains de ces sous-marins ont été vers le royaume de la Terre Maud, de la Reine Maud, la terre de la Reine Maud en Antarctique, donc le Neue Schwabenland, dont des amiraux nazis, quelques mois auparavant, avaient dit nous sommes fiers d'annoncer au Führer que nous avons fait et construit un bunker inexpugnable. Ce qui a été prouvé par les opérations High Jump, l'opération russe aussi, et l'opération anglaise, donc la vidéo que j'ai faite dernièrement, qui relate cette expédition, avec comme résultat le retour piteux, miteux et la queue entre les jambes des troupes invasives des Alliés, face à une résistance supérieure en force, en nombre, et dont ils n'arrivaient pas à comprendre le déplacement des armes. Ils se faisaient tirer de partout, dans tous les sens, avec un armement inconnu, et ils n'arrivaient pas à comprendre parce qu'à un moment ça partait d'ici, à un moment ça partait de là. Et on a quelques films russes, mais je crois qu'on va y avoir droit. Ah non, pas dans cette vidéo-là, dans une autre, une petite courte autre que je vais faire bientôt. Peut-être juste après, mais bon. D'un film russe tourné lors de l'expédition navale en Antarctique et qui montre une soucoupe volante qui passe entre la mâture d'une des frégates là, ou d'un des croiseurs. On la voit à l'écran, passe comme ça, et puis on voit les explosions un peu partout. Enfin, vous aurez l'occasion de voir ça. Vous l'avez peut-être sûrement déjà vu. C'est un document russe en général, sous-titré, ou pas. Donc voilà, entre ça et Jim Marrs qui dit la montée du 4e Reich aux USA, entre ce qu'a dénoncé Michael Shrimpton à propos du DVD, alors Deutsche Verdienst Department, service secret allemand, des services secrets allemands, quoi. Hein. Le truc tellement secret, on ne sait même pas comment on écrit DVD, quoi. Et ça m'a mise sur l'économie mondiale. Et quand on voit un petit peu dans quel état d'esprit, quel est l'état d'esprit que suivent certains programmes politiques, de génocide et d'eugénisme. Hein. Eh ben, je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire que tout ça ne tient pas debout un peu quand même sérieusement, quoi. Ah, ich weiß nicht. On reprend. En tout cas, donc, il y avait la rumeur comme quoi la mort d'Hitler dans son bunker berlinois était un fake, une fabrication. Quelle que soit la vérité, autant les Américains que les Russes portèrent un vif intérêt dans les travaux de Victor Schauberger.
Après la guerre, le département russe, donc après la guerre, les Russes ont envahi l'appartement et l'atelier de Victor et l'ont fait sauter de façon à détruire les preuves, pour empêcher les Alliés, soi-disant aussi, de récupérer quelconque secret. Victor a été confiné par les Américains dans ce qu'on appelait une garde protectrice pendant au moins une année, quasiment une année, et fut interdit d'entreprendre quelconque recherche sur le domaine atomique. Attendez. Oui, il lui fait interdit de reprendre toute recherche jusqu'à l'avènement des champs atomiques. Il avait prévenu des dangers du pouvoir nucléaire et appelait la destruction de l'atome une offense envers la nature. Avec le maigre ressources qui lui restait, Victor s'est concentré sur l'agriculture et ses problèmes. Son travail s'est dédié à accroître la fertilité de la terre et à encourager la construction et la préservation de la couche protectrice dermique de la terre. Il a condamné l'utilisation de toutes sortes de fertilisants artificiels qui épuisent le sol et mettent en danger la balance délicate de la nature. Victor n'avait jamais tourné le dos aux anciennes traditions fermières. Au contraire, il se réjouissait de la compagnie des vieux fermiers et de la vie simple de la campagne. Il considérait les vieux fermiers comme, en même temps, les prêtres et les docteurs de la terre. Et là, je vais vous montrer le mouvement qu'on induit dans un bac d'eau en créant un vortex, vous voyez, que l'on contrarie par un vortex, ce coup-ci, dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à créer, vous voyez, le cône central. Il est assez important, me semble-t-il, d'alterner les deux mouvements, d'une part, mais aussi surtout de finir par un mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors pourquoi? Encart de chez Encart. Et on travaille un petit peu sur autre chose. Eh bien, en fait, au niveau électrique, du Soleil proviennent des ondes descendantes qui vont dans ce sens-là, et de la Terre repartent des ondes ascendantes qui vont dans l'autre, me semble-t-il. Mais on va vérifier ça. Donc, ce principe s'appelle Clay saying. Je n'arrive pas à le traduire. Mais enfin, c'est pas grave. Alors, il observait un gars et puis il lui dit, mais il n'est pas fou celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Et il voyait que le gars donc agitait l'eau dans son tonneau, qu'il créait donc un vortex qui allait dans une direction anti-horaire et qu'il l'inversait par la suite en créant un autre vortex qui allait dans la direction contraire, donc horaire. Et pendant qu'il faisait ça, il remuait la main de l'autre côté, avec l'autre main, dans l'air, avec une poignée de clay sailing. On va voir si j'arrive à traduire au fur et à mesure. Pendant qu'il tournait dans le sens des aiguilles d'une montre, il émettait un sifflement qui partait du très bas pour monter vers les plus aigus. Cette démarche qu'il inversait lorsqu'il tournait dans le sens des aiguilles d'une montre. Où là, il partait des aigus pour descendre dans les basses. Puis il prenait un petit balai de paille de riz, par exemple, qu'il trempait dans l'eau et il en arrosait l'environnement et les feuillages de toute sa végétation, de toutes ses plantations, avec cette eau-là, sous la forme donc de gouttelettes sprayées sur les feuillages de son jardin. Comme il nous le montre là. This would leave like a very fine crystalline structure, which would help charge up the land organically. This fade was allowed to dry. This would leave like a very fine crystalline structure, which would help charge up the land organically. Ah, j'ai bugué là.
Donc, quand il prenait son balai, qu'il trempait dans l'eau et qu'il en aspergeait tout autour de lui, un petit peu comme un baptême, ça aidait à répandre une couche très fine de structure métallique qui aidait à la charge de vie du territoire alentour, aspergé. L'outil qu'il tient là à la main est aussi basé sur les théories de Scharberger. C'est une bêche qui est couverte de cuivre. Victor avait remarqué qu'avec la disparition des anciennes méthodes de fermage avec des objets en bois, il y avait une concomitance de la décroissance de la fertilité du sol. Le sol s'asséchait et ne gardait plus la vie, n'arrivait plus à subvenir à créer la vie, à la soutenir. Victor a remarqué que c'était dû aux bêches en fer qui coupaient les lignes magnétiques de la Terre, ce qui faisait baisser, tomber la charge électrique de la Terre, amenait à l'assèchement et était nocive pour les plantes. Donc, remarquant que c'était un sérieux problème, il s'est plongé dessus, il s'est penché dessus, et au cours de ses recherches, il a remarqué que le cuivre, quand il est employé sur les ustensiles de ferme, il augmente la fertilité du sol, qui demeure alors riche et humide. Voici une nouvelle patente pour des clous encuivrés, si on peut dire, emballés de cuivre. Une patente déposée en 1950. Beaucoup de ces clous d'or, tels qu'on les a appelés, ont été manufacturés. Mais la pression de l'entreprise des fertilisants, des engrais, en a amené l'arrêt. Il a aussi travaillé sur ce modèle-là pour une charrue doublée de cuivre qui déplaçait la terre de manière centripétique. Centripète. Ce genre d'installation a ouvert le champ pour des biomachines pour l'agriculture. Mais malgré ces découvertes constantes et avec une amertume croissante, Victor a remarqué que tous ces efforts pour aider l'establishment, on va le garder en anglais, à arrêter sa destruction de l'ordre biologique, tout tombait dans l'oreille de sourd. Il avait dédié sa vie à l'eau, aux forêts et à la terre elle-même. Et en retour, il avait été attaqué, persécuté et appauvri. Sa santé aussi diminuait. C'est alors que deux Américains sont apparus et lui offrirent des fonds illimités s'il voulait bien se déplacer en Amérique et apporter son savoir pour le bien de l'humanité. C'est du moins ce qu'il lui avait dit. Ah, mais ça avait l'air trop beau aussi. Hein? Ah, c'est pas vrai ça. Il ne peut pas y avoir un mécène honnête. Hein. Il y a quelque chose qui pourrit l'homme dans l'argent, hein, dans la fortune immense. En tout cas, on dirait. Victor et son fils partirent pour le Texas et furent amenés dans la solitude du désert, si loin de ces forêts bien-aimées et avec ces ruisseaux. Il n'y avait aucune communication avec le monde extérieur. Je n'ai pas compris, mais ce qui agissait un petit peu comme une censure. Les fonds, les finances ne se matérialisèrent jamais et le projet Implosion, ainsi qu'on l'appelait, devint une expérience de cauchemar. Finalement, après avoir été filouté de signer pour ces hommes, donc je pense qu'on lui a pris toutes ses patentes, on a autorisé Victor à retourner en Autriche. 5 jours après qu'il soit revenu à la maison, il est mort de désespoir en disant « Ils m'ont tout pris, tout, je ne me possède même pas ». Même son message de survivance, de survie, est plus fort que jamais. Le seul moyen de s'en sortir, c'est le retour à la nature.
Donc, ce commentaire avait été conçu et raconté par Tom Brown. Et je vous remercie de l'avoir suivi. Je me mets en apnée, ça passe mieux. et j'espère qu'il vous a réjoui et que vous allez rechercher un petit peu. Ça existe en bouquin aussi. Donc, toutes ces patentes-là, tous ces dessins, tous ces schémas sont visibles de manière bien imprimée et reproductible. Et bien voilà un des beaux côtés de la vie et de la magie de la nature qui remet du baume au cœur parfois et qui nous propose des solutions. Donc, non seulement je vous remercie d'avoir regardé ça, mais en plus, je vous remercie de diffuser tout autour de vous toutes ces informations d'une manière ou d'une autre, sans insister, sans devenir un spammer. Quoi que ce soit de bonnes intentions. Alors bon, j'espère qu'on vous en tiendra par rigueur. Et puis, ben voilà, je vous souhaite un bon courage et à la prochaine. Ciao.